On peut faire 10 minutes de questions environ avant de prendre le temps de faire une pause aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a aussi des questions en ligne? N'hésitez pas à nous écrire. Peut-être pour lancer la discussion, moi j'avais une question pour Claude, mais à partir de l'exposé suivant. En fait, je m'interrogeais déjà là-dessus en t'écoutant, Claude, et Lisa a formulé plus clairement que ce que j'avais en tête les choses, j'ai l'impression. C'est que justement, je me demandais si... Enfin, tu parlais de l'ailleurs mythique, qui est Delphes, par exemple, je crois de cette intégration de l'ailleurs à un ici. Et je me demandais s'il y avait une hiérarchie des ailleurs, certains ailleurs destinés, voués à être intégrés à l'ici, d'autres ailleurs pas du tout subsumables, justement, y compris dans le mythe, et si on peut trouver une espèce de grille d'analyse là. Tu viens de mentionner entre l'Argos représenté dans l'Orestie et puis Delphes et par ailleurs Athènes. Delphes, évidemment, est représenté comme un espace intermédiaire. C'est Delphes qui, naturellement, permet le passage d'Oreste, d'Argos à, responsable du matricide, à Athènes. Donc, l'ailleurs est évidemment une catégorie qu'il faut nuancer, ou qui se décline de plusieurs manières. Et j'ai l'impression que dans ton exposé, en tout cas, à l'horizon, l'ailleurs était presque plutôt une catégorie énonciative, ou ce qui relève du mythe ou ce qui relève du discours. Je sais pas si dit comme catégorie énonciative, c'est un peu simplifié, mais on a un type de discours mythique, un type de discours plus historique, et est-ce que on pourrait le formuler comme ça? Ça pose la question, en fait, de la relation entre le discours qui, pour nous, est un discours mythique, et puis le discours qui représente la réalité historique, et en l'occurrence la réalité institutionnelle et culturelle de l'Athènes du 5e siècle, hein, avec des acteurs qui sont quand même identiques, ce sont les divinités. Hein. Alors, il y a plutôt Apollon à Delphes, et Athéna ensuite à Athènes, mais Zeus est aussi présent naturellement à Argos. Donc là, il est difficile de faire une distinction nette. Ce qui m'intéresse de nouveau, c'est davantage le passage. Oui. J'ai une petite question justement. Oui. Parce que donc justement, vous dites que Delphes est une zone intermédiaire dans les Euménides. Et alors du coup, comment est-ce que ça pouvait s'articuler avec le fait que Delphes était aussi censé être le centre du monde de l'œcumène? Oui. Donc en fait, oui. Delphes peut en fait avoir différentes... parce que finalement, dans la tragédie, c'est Athènes qui devient le centre avec le passage comme ça. J'allais dire, n'est-ce pas, ce qui est important, c'est que dans l'Orestie, la perspective est athénienne, et à l'égard d'Athènes, Delphes a plutôt une position de passage, une position intermédiaire. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Oui. Alors on peut se poser la question du rôle joué par Olympie comme espace, qui est aussi un espace intermédiaire, mais qui devient central à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs le cas exactement c'est le même cas de figure en ce qui concerne les Jeux de Delphes, où Olympie d'une part, Delphes de l'autre, deviennent des centres, et des centres du point de vue panhellénique, mais à des occasions rituelles tout à fait précises. Est-ce que vous voyez s'il y a des questions en ligne? Parce que j'ai mis le chat exprès, je ne sais pas si vous voyez.
A priori, pas de questions. Je crois qu'on vous félicite pour vos conférences. Moi, j'ai une question pour vous, Lisa. Je me demandais s'il y avait une vision moraliste qui était donnée de la Numidie à la guerre de Jugurtha, de Salluste. Sachant, je pensais notamment à la conjuration de Catilina, en fait, et je me demandais si on retrouvait ces aspects-là dans la description aussi de la Numidie et de ses peuples. En fin de compte, la vision moraliste dans le Jugurtha, elle concerne plutôt les Romains, parce que c'est ça qui lui importe. En fait, la guerre de Jugurtha, il choisit ce sujet uniquement parce que ça lui permet, et c'est ce qu'il dit au début de l'œuvre, ça lui permet de montrer une phase où à la fois l'arrogance des nobles, etc., a été pour la première fois, enfin, quelqu'un s'est dressé en opposition à cette arrogance. Et donc, ce qui l'intéresse, la critique, le point de vue moraliste, c'est plutôt sur les généraux romains, et en particulier au début, avant que Métellus arrive, et puis de contraster Métellus, Marius, Sylla. Donc, en fait, la vision moraliste, elle est là, mais à propos des Romains. Oui, sur l'ici et pas sur l'ailleurs. Disons, c'est secondaire. Évidemment, il y a un regard qui est négatif, qui est porté sur Jugurtha. Il y a aussi des jugements de valeur sur les Numides, sur leurs coutumes qui sont pas celles des civilisés, etc. Mais il n'y a pas vraiment de condamnation morale. Ils sont pas présentés comme des barbares, comme peuvent l'être les Celtes, les Germains. Ils sont pas comparés à des bêtes féroces. Tout ce genre, toute cette imagerie qu'il y a autour des barbares sauvages. Il n'y a pas ça sur les Numides, par exemple. Voilà. Merci. Oui, en fait, je reviens sur la question que Marie vous a posée en partant du texte 4, qui est celui que vous n'avez pas eu le temps de regarder de près avec nous, où il est question vers 2018 de Métoïkian à propos, donc là c'est le cœur qui s'exprime, et je me demandais si vous seriez d'accord pour dire que chez Échille, et je pense aux suppliantes en posant cette question, il y a effectivement une variation autour du même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un commun, il n'y a pas d'identité grecque, ce serait évidemment anachronique de dire cela, mais il y a la conscience qu'il y a une culture qui est partagée avec les autres cités. On a évoqué Delphes, Argos dans les suppliantes, où là, pour le coup, il y a une opposition avec ceux qui sont les étrangers, qui sont les Égyptiens. Et donc je me demande si à partir de ce terme, par exemple, on pourrait vraiment, même sur le plan lexical, démontrer qu'il y a une variation autour de ce qui est un ici, peut-être une périphérie de ici, et puis véritablement un ailleurs, un à côté. Oui. C'est tout à fait juste. Et en ce qui concerne, alors, où est-ce que c'était le texte? C'est 1018. Au 1018, qui a ce terme. Voilà, le terme métoïkian. Il y a aussi de ce point de vue-là, très intéressant, dans les Euménides, la transformation des Érinies en Semnaï. Et par ailleurs, aussi du point de vue historique, du point de vue de l'histoire qui fonde l'image qu'on nous donne d'Argos, en particulier dans les Euménides, à travers la figure d'Oreste, c'est que quelques années avant la représentation des Euménides, Athènes avait conclu avec Argos un traité de paix, ce qui est évidemment une manière, si on voit les choses en termes d'opposition entre l'ailleurs et l'ici, d'intégrer Argos ou d'associer Argos à l'ici est maintenant représenté en particulier dans les Euménides, dans l'ensemble de l'Orestie. Donc là, on est toujours obligé, évidemment, dans ces images que l'on voit de certains ailleurs dans la tragédie, de tenir compte du contexte institutionnel, naturellement, du contexte culturel, mais aussi du contexte historique. C'est absolument essentiel. Alors là, c'est évidemment évident avec le problème des réformes de Fialt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les étudiants, n'hésitez pas. Comme je disais tout à l'heure, la parole est libre. Et il y a des questions en fait sur le chat.
Jusqu'à quel point peut-on dire que chez Salluste, le point de vue est celui d'un voyageur? Bonne question. En fait, je dirais pas voyageur. Ce qu'il faut savoir, enfin, je ne sais pas si c'est une réponse à cette question, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Salluste a été en fait gouverneur, fait gouverneur par César de la province d'Africanoa, qui recouvrait en partie le royaume de Jugurtha. Donc, il a une expérience directe, en partie des lieux dont il parle, des paysages qu'il décrit, etc. Et il a une expérience de première main. Typiquement, c'est l'autopsie hérodotéenne. Donc, il connaît ces paysages. Après, et ces lieux. Ça ne rend pas son... C'est la différence avec Tacite et la Germanie, par exemple. Après, ça rend pas son récit ou ses descriptions géographiques plus précises ou plus détaillées pour autant, mais parce que, comme je l'ai dit, c'est pas son propos. Véritablement, mais voyageur, ce serait quand même trop faible pour lui. C'est quelqu'un qui a été gouverneur, qui pas très longtemps, mais qui connaît la contrée, mais comme plus qu'un voyageur. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci en tout cas. C'est bon, pas de regrets sur les questions. Compte tenu du timing, peut-être qu'on peut prendre 10 minutes de pause et reprendre pas trop tard pour ne pas prendre trop de retard sur le... Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence. Merci Claude, vraiment désolée pour